Nous passons, comme nous l'avons dit, au troisième, qui est Claire Georges. Donc, tu as la parole, Claire. Bien, merci. Merci beaucoup. Je lance mon diaporama. Je voulais évoquer l'expérience qu'on a à la consultation d'accès aux soins pour les démunis à la PAS et en quoi elle nous a amené à mettre en place une réflexion sur des questionnements éthiques face à des situations imprévues et complexes. Voilà, donc rapidement, le contexte, c'est à l'hôpital Saint-Louis. Donc, on est un hôpital qui est à la fois un hôpital qui a une tradition ancienne d'hospitalité depuis plus de 400 ans. Et c'est aussi un hôpital d'excellence, de haute technologie. Et puis, c'est un hôpital de proximité dans un quartier où la précarité est élevée, en particulier liée au phénomène migratoire. Et on a vu au fil des années différents campements et avec des démantèlements qui ont impacté les services de l'hôpital. Et dans ce contexte-là, la PAS, c'est un endroit très, très, très intéressant avec des observations très, très originales, avec des patients qui sont parfois porteurs de pathologies lourdes, comme on a dans l'hôpital, avec en particulier de l'hématologie, de la cancérologie, de la néphrologie, et avec donc des publics qui cumulent des problématiques sociales, d'isolement, de barrière de la langue, d'absence d'hébergement. Et donc, on voit bien les difficultés que de telles situations génèrent dans un hôpital qui est formaté pour des situations bien standardisées, hyper spécialisées, cloisonnées, et donc est aussi financé par majoritairement en tarification à l'activité, pour des activités quantitatives. Alors, à l'origine de cette réflexion qu'on a mis en place, on va dire bottom-up, on reçoit des situations particulières et à l'origine, enfin, une des premières situations qui nous a beaucoup questionné, c'était celle de cette jeune patiente camerounaise qui avait déjà commencé un traitement au Cameroun pour un cancer déjà très évolué. Elle avait déjà eu trois cures de chimiothérapie et elle a tenté un voyage de la dernière chance pour obtenir un meilleur traitement. Et son cancer était hélas très avancé avec des marqueurs péjoratifs. Et dans la situation actuelle de l'époque, il n'y avait absolument aucune possibilité de guérison. Et malgré tout, la patiente espérait guérir. Et finalement, en attendant d'avoir une prise en charge sociale, la cancérologue avait prescrit une chimiothérapie orale, mais finalement sans réelle efficacité dans cette situation, sans réelle efficacité attendue. C'est vrai que je me suis retrouvée confrontée à une tension avec cette patiente qui, en fait, n'avait pas compris sa situation et elle s'accrochait à l'idée qu'elle allait guérir et son souhait, c'était de retourner voir ses enfants une fois qu'elle aurait guéri. Alors que donc, c'était incurable. Et la cancérologue, quand je l'ai appelée, elle m'a dit eh bien, c'est vraiment... je vais juste vérifier, je crois que c'est pas la bonne, c'est pas grave, je vais faire avec ce diaporama. Je vais juste une seconde mettre juste en pause pour vérifier que c'est bien... non, c'est pas celui-là. Je vais juste reprendre la bonne version, en fait. Voilà, c'est celle-là. C'était juste comme ça. Bon. Voilà. Donc, et ce qui était intéressant, c'est que la cancérologue, quand je l'ai interrogée, elle m'a dit, voilà, je sais bien que le traitement ne va pas servir, mais on ne peut pas ne rien prescrire. Voilà. Donc finalement, c'était la question qui s'est posée, quel est l'intérêt supérieur de la patiente? Et finalement, quelle légitimité dans la prise de décision? La cancérologue avait prescrit une chimiothérapie orale. Moi, de mon point de vue d'approche globale, je me suis posé la question, quel était vraiment l'intérêt de la patiente? Visiblement, on allait commencer un traitement qui ne correspondait pas à la demande de la patiente, qui était de guérir. Et finalement, comment analyser cette situation?
médical seul, ce n'était pas suffisant, puisque la cancérologue, bon, évidemment, on peut appliquer toujours, on peut toujours tenter un traitement particulier, une approche sociale. Cette patiente, on va lui demander une prise en charge sociale, pour le moment, elle n'en a pas. Financier, l'hôpital pourrait très bien dire, bah, cette patiente qui ne peut pas payer, on la prendra que quand elle aura une prise en charge sociale. Est-ce que le juridique pourrait aider dans cette situation? Bah, certainement pas suffisamment tout seul. Et finalement, je me suis retournée vers l'espace éthique en me disant, mais peut-être qu'ils vont m'aider à trouver une réponse à cette situation aporitique. Alors, c'est là où j'ai été solliciter l'équipe d'Emmanuel Hirsch, et donc ils m'ont invité à explorer les principes fondamentaux de l'éthique, et en particulier, voilà, et voir comment, dans ces situations de cumul de vulnérabilité, comment ces principes étaient mis à mal, en particulier concernant le respect de l'autonomie. Une patiente comme celle que j'ai présentée, évidemment, n'est pas dans une condition d'autonomie réelle, ne parle pas la langue, elle n'a pas forcément pas les conditions d'hébergement, pas les conditions de la compréhension, elle est isolée, elle est parfois loin et des difficultés pour se déplacer. C'était la question de, dans une telle situation, qu'est-ce que la bienfaisance et qu'est-ce que la non-malfaisance? Finalement, quel est le bénéfice? Est-ce que c'est simplement appliquer une thérapeutique ciblée à tel typage moléculaire, ou bien en termes de santé globale, c'était respecter la demande de la patiente? Et finalement, est-ce que ça ne se retourne pas finalement dans une idée que la bienfaisance devienne quelque part de la malfaisance, en lançant un traitement qui va aboutir à ne pas pouvoir respecter le souhait de la patiente? Voilà. Puis cette question aussi qui était posée, c'était, est-ce qu'on peut appliquer la justice au sens d'égalité, alors que ce ne sont pas des cas égaux? Alors même que c'est vrai qu'on verra par la suite qu'à chaque fois qu'on présente des situations, on nous a toujours dit, et si la patiente était française, on ferait. Mais sauf que c'est vrai que c'est des hypothèses qui sont pas vraies, parce que par définition, elle ne serait pas dans cette situation-là. Voilà. J'avais été voir Pierre Lecause qui m'avait dit qu'en effet que c'était essentiel d'essayer de trouver comment pondérer des valeurs qui apparaissent finalement incompatibles. Et alors on a lancé un groupe, je vais aller vite, de réflexion. Au début, il s'appelait Équité face à l'accès aux soins dans le cadre des contraintes budgétaires. Et c'est vrai que dès ce moment-là, on a commencé à réfléchir à comment allier la qualité des soins, la pertinence, l'équité, l'efficience et la durabilité. Voilà. J'ai rajouté Christian Hervé qui a participé à certains groupes de travail. Merci. Donc dans toute cette réflexion qui était donc décloisonnée avec d'anthropologues, sociologues, des médecins de l'hôpital, des représentants du service social, de l'administration, il est apparu clairement que nous, en tant que médecins, on est mis en difficulté par la présence de déterminants extramédicaux qui ne sont pas dans le champ strictement médical, mais qui vont néanmoins impacter fortement la décision médicale. Et donc, cet écartèlement entre des exigences contraires, elle est apparue très fortement, voilà, entre, on va dire, les questions de valeur du soin et les contraintes socio-économiques qui commençaient à être très fortes. Et de ce point de vue-là, la décision individuelle est extrêmement lourde, avec une charge mentale, avec des prises de décision qui relèvent de champs qui ne sont pas les nôtres. Parce que si un médecin doit décider d'hospitaliser une personne qui n'a pas de prise en charge sociale, il y a une dimension financière qui n'est pas de nos prérogatives, donc ça génère des tensions difficiles. Et donc, il est apparu un besoin de concertation et d'une approche pluriprofessionnelle. Alors, je vais rapidement, on a mis en place ces réunions qu'on a appelées des RCP, médico-social et éthique, réunions de concertation pluriprofessionnelle, médico-social et éthique. Et voilà, cette idée, c'est une situation complexe qui est signalée. Donc au début, c'était nous qui les signalions, et puis après, dans l'hôpital, les collègues nous ont sollicités pour travailler avec eux une situation difficile. Et on se réunit à la demande des collègues avec les personnes ressources pour avoir une analyse globale de la situation. Et à l'époque, j'avais été voir Alain Grimfeld, le président d'honneur du CCNE, qui m'avait dit que c'était une approche pertinente dans le sens où on dissociait les deux temps. Le temps de la décision technique, c'est le point de vue, les possibilités médico-techniques, et que le temps de la RCP-MSE, c'est celui de la position éthique,
voir comment les possibilités techniques vont s'inscrire dans ce contexte beaucoup plus global. Voilà. L'apport, il est à la fois pour les patients, ça permet une approche globale de la situation qui ne prend pas en compte que la dimension technique, et qui permet aussi l'application de la loi Kouchner, de la loi des conditions d'un choix libre et éclairé. Pour les professionnels, on a été primé par un prix de l'Association des directeurs d'hôpital, et ça a été signalé par la HAS comme un dispositif bien traitant, c'est-à-dire un dispositif permettant d'alléger la prise de décision en étant à plusieurs. Et puis c'est également bénéfique pour l'institution et la collectivité, parce que ça permet de rationaliser le recours à l'outil hospitalier. Et on a vu en particulier avec les crises hospitalières et crises sanitaires que l'outil hospitalier il est extrêmement précieux, et que c'est donc important d'utiliser de juste façon ces ressources rares que sont les consultations et les urgences et les lits d'hospitalisation. Et donc, par ailleurs, ça permettait aussi, dans cette approche socio-administrative, d'éviter des admissions en valeur des créances irrecouvrables. Le directeur de l'hôpital a parlé d'un modèle d'intelligence collective. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple, une situation qu'on a rencontrée donc à la fin, vraiment toute fin d'année 2018. Une collègue de dermato nous sollicite, envoie un mail, alors vous voyez, 31 décembre, il est plus de 17 h. Elle est apparemment assez perdue, elle a reçu une patiente qui venait de Tunisie, elle est arrivée quelques jours auparavant, elle a été aux urgences, elle est envoyée à la consultation de dermato sans rendez-vous, et elle m'écrit un mail pour cette patiente tunisienne, elle vient d'arriver en France, elle a un mélanome multimétastatique, et la thérapie qui est envisagée en Tunisie ne serait pas disponible. On sait d'emblée que le traitement ne sera pas curatif, que la patiente ne peut pas avoir immédiatement de prise en charge sociale, et que le traitement sera certainement très coûteux. Donc, je vais lui répondre rapidement, donc dès le 2 janvier, en reprenant la situation et en proposant d'organiser rapidement, donc dès le lendemain, on va l'organiser, une RCP médico-sociale et éthique, donc des échanges préliminaires entre la collègue dermatologue, la cadre du service de dermato et l'administration pour caler déjà le coût du traitement et cette organisation. Et finalement, on se réunit dès le lendemain en présence de représentants de l'administration, du service social, de l'unité de soins palliatifs, puisqu'il s'agissait d'une situation palliative. Et voilà l'analyse telle qu'on l'a faite. Une pathologie grave avec un mélanome acral donc particulièrement sévère et qui a été opéré initialement, mais avec une récidive très rapide et avec aussi donc très rapidement une extension pulmonaire et vertébrale. Une mutation qui indiquait théoriquement un traitement anti-BRAF, anti-MEC qui était chiffré à 11 000 € par mois, traitement qui n'était pas accessible en Tunisie. Par ailleurs, c'est un traitement qui n'est pas curatif, simplement suspensif, et donc on était dans une situation palliative. Alors l'analyse globale socio-administrative, c'est que cette patiente, elle était sous visa encore pendant un mois, que donc dans ces conditions, elle ne pourrait pas avoir de prise en charge sociale type aide médicale État avant au moins 3 mois, qu'elle était prise en charge complètement en Tunisie, et la patiente se retrouvait ici, donc la patiente avait des enfants qu'elle a laissés là-bas, à son mari, et elle se retrouvait ici en situation très difficile, elle avait payé 3 nuits d'hôtel, et là, il ne lui restait plus que 500 €, elle se retrouvait à la rue. Le devis de l'hospitalisation était de 51 000 €, évidemment, elle n'était pas en capacité de payer. Donc, dans une telle situation, on a proposé une consultation de soins palliatifs pour vraiment faire le point et expliquer les enjeux à la patiente, la soulager avec la prescription d'antalgiques adaptés. Et donc elle a été reçue par le responsable de l'unité de soins palliatifs qui a adapté le traitement et qui a proposé un rapatriement sanitaire en lien, on va le voir, avec le collègue sur place qu'il connaissait et proposer un autre rendez-vous. Donc elle a été adressée à un médecin de soins palliatifs en Tunisie qui a répondu qu'il prendrait donc soin de la patiente avec les prescriptions orientées par
par le collègue de Lariboisière en soins palliatifs. Voilà. Donc, pour reprendre l'histoire de cette patiente, elle est arrivée en France le 29 décembre. Le lendemain, elle était aux urgences de Saint-Louis. Le surlendemain, à la consultation sans rendez-vous de dermatologie. On a organisé la RCPMS le 3 janvier. Les consultations, comme on a vu, mais la patiente ne s'est pas présentée à la consultation la nouvelle consultation prévue. Et elle s'est présentée donc dans un autre hôpital, aux urgences de Kremlin-Bicêtre, où elle va être hospitalisée pendant plus d'un mois au service porte. Malgré plusieurs tentatives d'hospitalisation, elle a été refusée dans les services et les collègues ont fini par imposer, on va dire, la sortie. Elle s'est retrouvée à la rue et quelques temps après, on va dire, voilà, à peu près une semaine, elle s'est représentée dans un autre hôpital, aux urgences d'Ambroise Paré, où cette fois il y a de la dermatologie. Elle a été hospitalisée, cette fois longuement, et les traitements les plus ciblés, les plus récents ont été mis en œuvre. Et malgré les meilleurs traitements, la maladie n'a pas cessé de progresser. Une chimiothérapie plus classique, des métastases cérébrales sont apparues. Et hélas, voilà, d'autres thérapies ont été tentées. Et elle a même été opérée en neurochirurgie de ces métastases cérébrales, radiothérapie, corticothérapie. Et malgré tout ça, son état s'est dégradé. Et finalement, elle a choisi un rapatriement sanitaire, un rapatriement pour soins palliatifs. Voilà, plusieurs mois après la proposition qui avait été faite, finalement, le constat, c'est que avec les meilleurs traitements, ce qui était envisagé dès le début est hélas survenu, à savoir que quels que soient les traitements qui étaient engagés, les traitements les plus ciblés, hélas, on était d'emblée dans une situation palliative. Et hélas, la patiente est repartie dans une situation neurologique beaucoup plus, et en particulier neurocognitive, beaucoup plus péjorative, puisqu'elle était a priori en incapacité de reconnaître ses enfants. Et avec une hémiparésie, donc dans un état clinique très dégradé. Voilà. Alors, et finalement, d'un point de vue même financier, la ME a été obtenue assez tardivement, ce qui fait que les hôpitaux aussi ont une partie seulement payée par la ME et une grande partie qui est restée en dette. Voilà. Donc, un petit peu en conclusion, c'était de dire que la collégialité pluriprofessionnelle, notre proposition, c'est de dire que c'est peut-être un moyen de proposer une procédure qui soit plus juste pour essayer d'aller vers une décision plus juste, tout en sachant que dans beaucoup de ces situations complexes, on est souvent dans la recherche de la moins mauvaise solution plutôt que la meilleure solution. Alors, pour terminer vraiment, on a essayé d'aller plus loin. On a des centaines de situations comme ça sur plus de 10 ans. Et on s'est dit que ça serait intéressant de proposer une approche qui soit une sorte de méthode qui pourrait servir de boussole dans ces situations et de dépasser l'extrême hétérogénéité de ces situations avec quelque part une approche méta qui dépasserait chaque niveau, parce qu'on est à la fois dans des questions micro, méso et macro, qui prennent en compte tout le système de santé, y compris dans une dimension de médecine mondialisée. Et avec cette idée de cette boussole qui serait alignée des intérêts qui apparaissent a priori divergents, l'intérêt des usagers, l'intérêt des professionnels, l'intérêt de l'institution, l'intérêt de la collectivité et l'intérêt des générations futures. Et je vais finir très rapidement en parlant de notre proposition, qui est d'avoir utilisé ce qu'on appelle une méthode ou une démarche, qui est la méthode simple. Donc c'est un acronyme que je vais décrire, qui serait comme un guide, une boussole à nouveau, pour se retrouver dans ce chemin extrêmement opaque et très complexe de la prise de décision en situation médico-sociale complexe. Donc le S, c'est pour systémique, c'est-à-dire on doit proposer une approche globale et multidimensionnelle de ces situations. Bon, voilà, vous connaissez la fable des 6 aveugles et de l'éléphant. Chacun est persuadé de savoir ce qu'est l'éléphant, une lance, un mur, etc. Et finalement, en réalité, c'est en voyant l'ensemble qu'on a une vision un peu plus réelle
de la situation. Immédiat, j'ai presque terminé. Immédiat, c'est-à-dire qu'il faut être réactif, c'est au plus tôt on réagit, au plus tôt on va traiter la situation, et on l'a vu pendant la crise, voilà, si on laisse les choses évoluer, de toute façon, elles vont être plus graves, et donc il faut aller vite. Le M, c'est pour la motivation, c'est quelle est la demande de la patient, et surtout savoir si on va pouvoir y répondre, parce que très souvent, en fait, en réalité, on va rentrer dans des procédures qui sont des procédures préétablies, et des préjugés, des présupposés, et finalement, on va appliquer ce qui nous semble bien, sans forcément savoir quelle est la demande et voir si on peut y répondre réellement. Pluriprofessionnel, donc c'est tous ensemble. C'est une approche qui doit prendre en compte toutes les dimensions et donc mobiliser les personnes ressources qui peuvent permettre de comprendre et d'analyser au mieux la situation dans l'intérêt des personnes. Le M pour logistique, parce que c'est toute une organisation. Il faut que ça repose sur une procédure, quelles personnes mobiliser, comment signaler les situations. Donc ça doit s'organiser dans chaque hôpital. Et puis pour finir, c'est les conditions de l'échange, parce qu'il ne suffit pas de dire on se réunit tous, il faut que ces conditions soient réunies, c'est celle de la sécurité, de la confiance et du respect réciproque. Donc c'est ce qui facilite cette idée d'entraide et de collectif apprenant, et qui va être un cercle vertueux pour les situations à venir. Voilà. Avec donc, pour terminer, cette idée de dans ces situations complexes, si on intervient au plus tôt tous ensemble, on va arriver à avoir une approche qui soit la plus respectueuse possible des patients, tout en visant également l'intérêt des professionnels, en réduisant la charge mentale et les difficultés, le caractère chronophage de ces situations. Et puis aussi aller dans une idée d'articuler le souci de l'autre et la responsabilité collective, articuler l'éthique individuelle et l'éthique collective, voilà, tout en sachant que c'est extrêmement difficile, ça reste imparfait, mais voilà, parfois il faut réduire un petit peu l'objectif à faire le moins mal possible, voilà, viser la moins mauvaise solution plutôt que la meilleure solution, mais déjà éviter que voilà, on ait des solutions qui soient à la fois défavorables pour les patients, pour les professionnels et institutions, c'est déjà une proposition qui nous semble positive. Voilà, je vous remercie.